Au cœur d'un cabinet de lecture parisien trône un siège vide. Il n'est pas destiné aux monarques oubliés ou aux empires disparus, mais symbolise un domaine bien plus intime, votre attention. Ce siège détermine qui règne sur votre univers relationnel. Certains hommes, sans le réaliser, l'abandonnent pour de simples miettes de validation, tels des serviteurs anxieux offrant leur bien le plus précieux en échange de rien. Pourtant, l'homme qui apprend à ne pas brader son attention avec désespoir devient rare. Et la rareté dicte le tempo du désir. Machiavel le savait déjà. Dans les salons d'influence à l'Élysée, la perception prévaut sur la vérité. Le gouvernant qui distribue trop de faveurs perd l'estime de ses sujets. Il en va de même en amour. Celui qui offre sa présence sans retenue transforme l'affection en banalité. Le prince avisé maintient son ascendant non par un excès de concession, mais par la vertu, cette force silencieuse qui lui permet de garder sa position sans céder à la flatterie. De la même manière, l'homme qui refuse d'agir en serviteur et conserve son attention comme un trésor réorganise la dynamique invisible de la relation. Nietzsche qualifierait cela de volonté de puissance, non pas le désir de dominer l'autre, mais de maîtriser sa propre réactivité. L'homme qui ne répond pas de manière prévisible, qui ne cède pas aux réflexes conditionnés de la recherche d'approbation, échappe au troupeau émotionnel. Sa présence acquiert un poids inestimable, qu'on ne peut acheter ni simuler. Ce n'est pas l'absence d'affection qui ruine l'attirance, mais l'excès de prévisibilité. L'affection répétée sans discernement devient creuse et le vide tue le désir. Il ne s'agit pas de cruauté ou de jeu de jalousie, mais de discipline, le pouvoir de choisir quand, comment et à qui offrir sa présence. Voici la carte de cette souveraineté. Après tout, si votre attention est la monnaie d'un royaume, pourquoi la dépenser en serviteur quand vous pouvez l'investir en souverain? Le mystère du désir intermittent. Un mystère insaisissable anime le désir humain. Il ne naît pas de la permanence, mais de l'alternance entre proximité et absence, telle une flamme qui danse au vent. Le cerveau humain, depuis la nuit des temps, a appris à réagir non pas à la constance, mais à l'incertitude. La dopamine, cette monnaie invisible du plaisir et de la quête, n'est pas libérée en abondance quand tout est garanti, mais quand le doute surgit, viendra-t-il maintenant ou non? Le cœur humain s'addicte non pas à la certitude, mais à la variation. La neuroscience a démontré que le renforcement intermittent engendre les pics de désir les plus intenses. C'est le même mécanisme qui captive les joueurs au casino de Monte-Carlo, qui retient les individus devant des écrans infinis et qui, en silence, régit aussi les rencontres entre hommes et femmes. Lorsque votre présence devient prévisible, elle perd sa capacité à susciter ce courant électrique. Mais quand il y a rythme, pause et retour inattendu, l'intérêt renaît, car l'esprit ne trouve pas de réponse toute faite. C'est comme si l'histoire restait toujours ouverte, à l'image des micro-moments de suspense décrits par Zygarnik. Ce qui n'est pas achevé continue d'habiter la mémoire. Machiavel dirait que le prince avisé ne distribue jamais toutes les faveurs en une seule fois. Agir ainsi le rendrait vulgaire, insignifiant, facilement remplaçable. Il doit offrir avec calcul afin que chaque geste soit mémorisé et non gâché. Ainsi en est-il dans le domaine du désir. Celui qui distribue son attention automatiquement perd l'aura de rareté qui soutient son influence. Nietzsche, dans un autre registre, rappellerait que devenir soi-même exige de rejeter les rôles réactifs. L'homme qui répond toujours instantanément n'est pas réellement présent, il réagit simplement aux réflexes conditionnés de l'anxiété. Le rythme de l'attention doit être souverain. C'est comme la musique. La beauté ne réside pas dans un son continu, mais dans le tempo qui alterne silence et intensité. La pause donne du sens à la note. De la même façon, l'absence intentionnelle ne détruit pas le lien. Elle le fortifie, car elle confère une densité à la retrouvaille. Au fond, la vérité est simple et brutale. L'attention bon marché engendre une affection bon marché, tandis que l'attention cultivée crée un désir durable. Les signes invisibles du valeur. Ce ne sont pas les vêtements que l'on porte, ni l'automobile que l'on conduit qui définissent le poids d'un homme aux yeux d'une femme. Ce qui communique véritablement la valeur, ce sont les petits gestes invisibles qui se répètent au quotidien. La manière dont on marque une pause avant de répondre, la sérénité à refuser sans trop se justifier, le regard qui écoute sans hâte. Ces signaux subtils construisent une présence qu'aucune étiquette extérieure ne saurait imiter. La véritable valeur ne s'affiche pas, elle se manifeste simplement. Machiavel décrivait la vertu comme la capacité à maintenir sa fermeté même sous la tension, à rester inébranlable lorsque les vents des salons de l'Élysée soufflaient dans des directions opposées. Un homme qui prend des décisions sans demander d'autorisation émotionnelle transmet de la sécurité, non pas par autoritarisme, mais parce qu'il ne se dilue pas dans le désir de plaire.
La vertu est cette force silencieuse qui inspire confiance sans avoir besoin d'être proclamée. Jung, pour sa part, rappellerait que celui qui n'intègre pas sa propre ombre finit par devenir un bon garçon, plein de ressentiment, incapable d'établir des limites claires et par conséquent destiné à perdre le respect. Intégrer l'ombre, c'est accepter sa propre fermeté, sans explosion, mais avec une constance inébranlable. Nietzsche aurait affirmé que l'Übermensch ne domine pas les autres, mais qu'il se maîtrise lui-même. La véritable noblesse ne réside pas dans la soumission à des valeurs extérieures, mais dans la création de ses propres principes. L'homme qui forge sa vie selon ses convictions, sans quête incessante de validation externe, incarne cette aristocratie de l'esprit que le philosophe admirait tant. Sartre, pour sa part, nous rappellerait que la liberté est un projet perpétuel. Lorsque l'on façonne son existence entière autour d'une autre personne, on abdique ce projet pour devenir le satellite d'une orbite étrangère. La véritable invitation n'est pas de se dissoudre, mais d'intégrer l'autre dans son propre chemin, sans renoncer à l'essence qui donne sens à notre être. C'est dans cette posture que naît une autorité sereine, celle qui ne contraint pas, mais qui ne plie pas non plus. Chaque décision quotidienne porte en elle cette vertu silencieuse. Affirmer « Aujourd'hui, je m'entraîne, on se voit plus tard » a plus de poids qu'une profusion de justifications. Reprogrammer un rendez-vous avec clarté, maintenir un ton calme face aux provocations, et ne louer que lorsque le mérite est authentique. Tous ces gestes communiquent à une valeur intrinsèque de manière subtile. Le respect, en définitive, est la langue du désir mature. Sans lui, chaque marque d'affection résonne comme une supplique désespérée d'acceptation. Le piège du gentil garçon. Certains hommes pensent que la bonté seule peut préserver le respect et le désir au sein d'une relation. Or, bien souvent, cette bonté n'est pas l'expression du courage, mais celle d'une peur masquée. La peur du rejet, la peur de déplaire, la peur que toute marque de fermeté soit perçue comme une rigidité excessive. Cette appréhension engendre un personnage docile, en apparence impeccable, mais secrètement rongé par le ressentiment, car chaque concession naît d'un renoncement à soi-même. Jung décrivait l'ombre comme l'ensemble de ce que nous réprimons et dissimulons, croyant qu'en niant ses forces, nous deviendrions plus acceptables. Mais lorsqu'un homme étouffe son agressivité naturelle, lorsqu'il transforme sa fermeté en soumission, ce qui émerge n'est pas la lumière, mais la faiblesse. Il se croit vertueux, mais en réalité, il transmet de l'insécurité. Une femme ne se sent ni protégée ni inspirée par quelqu'un qui craint son propre élan vital. Le trop gentil n'inspire pas confiance, car sa bonté ne découle pas d'un choix conscient, mais d'un besoin désespéré d'approbation. Nietzsche aurait vu en cette figure le dernier homme, cet être qui fuit tout conflit, toute tension, toute affirmation de sa volonté. Le dernier homme ne recherche que le confort et l'approbation, renonçant à la grandeur qui découle du risque et de l'affirmation de soi. Qu'est-ce que l'amour? Qu'est-ce que la création? Qu'est-ce que la nostalgie? Qu'est-ce qu'une étoile? Demande le dernier homme, et il cligne des yeux. Arthur Schopenhauer rappellerait que la volonté de plaire, lorsqu'elle est aveugle, n'est pas une expression d'amour, mais seulement de la volonté de survivre. L'instinct se pare de gentillesse, mais au fond n'est qu'une stratégie inconsciente pour assurer la reproduction et la compagnie. C'est pourquoi cette douceur excessive ne génère pas de gratitude, mais l'ennui. Ce qui semblait être du respect se révèle être de la soumission. Et la soumission n'éveille pas l'admiration. Au contraire, elle ronge silencieusement l'affection. Le prix de cette posture se manifeste avec le temps. Des hommes qui ont tout cédé dans un mariage ou une relation, pensant bâtir la paix, ont découvert à la fin que ce qu'ils avaient à sacrifier n'avait pas apporté de reconnaissance, mais du mépris, car personne ne respecte celui qui s'annule complètement pour plaire. L'absence d'ombre n'est pas la sainteté, c'est l'effacement. L'attirance meurt non pas parce que l'homme a montré sa colère, mais parce qu'il a éteint sa propre force. Une femme peut tolérer les défauts, mais jamais elle ne respectera quelqu'un qui ne parvient pas à maintenir sa propre présence. Le véritable enjeu n'est pas d'être toujours bon, mais d'être intègre. Les jeux invisibles du pouvoir. Toute relation est une scène silencieuse où des récits s'affrontent. Il ne s'agit pas d'une manipulation consciente, mais de forces invisibles qui s'entrelacent dans chaque geste, chaque silence, chaque retard. Michel Foucault affirmait que tout lien humain est traversé par des micropolitiques de pouvoir. Dans la sphère intime, cette politique n'est pas faite de lois écrites, mais de petites épreuves, d'insinuations et de jeux subtils. Lorsqu'elle annule un rendez-vous à la dernière minute, lorsqu'elle complimente un autre homme de façon anodine, lorsqu'elle se montre soudainement distante, elle n'agit pas au hasard. Elle teste la solidité du récit dans lequel vous vous inscrivez. Ce qui est en jeu n'est pas l'événement en soi, mais la question sous-jacente. Qui occupe le centre de l'histoire? Vous ou elle?
Machiavel, observateur avisé des cours, prévenait déjà que le dirigeant ne devait pas être systématiquement bon. Être prévisiblement bienveillant, c'est perdre de son autorité, car ce qui est octroyé sans mesure perd de sa valeur. Dans les relations, ce principe résonne. Chaque geste de concession n'est pas nécessairement sagesse. Souvent, c'est une porte ouverte à la perte de respect. Le pouvoir invisible ne s'affirme pas par des cris ou des impositions, mais par la calme fermeté de celui qui sait n'avoir rien à prouver. Le piège majeur est d'interpréter ces tests comme des attaques personnelles. En réalité, ce sont des rituels inconscients, des manières de vérifier si vous vous pliez à son récit ou si vous maintenez votre propre cap. L'erreur n'est pas d'être mis à l'épreuve, mais de réagir avec anxiété, jalousie ou désespoir. Lorsque vous réagissez de manière excessive, vous communiquez que votre position dépend de son regard, et cela déséquilibre la balance silencieuse du pouvoir. Nietzsche avait compris que les relations humaines sont marquées par l'affrontement des volontés. Il ne s'agit pas d'une lutte destructrice, mais de la reconnaissance de la quête de chaque individu à affirmer sa vision du monde. L'homme fort n'est pas celui qui soumet l'autre, mais celui qui maintient sa propre perspective sans se laisser absorber par celle d'autrui. Celui qui a un pourquoi vivre peut supporter presque n'importe quel comment, écrivait-il, suggérant que la force intérieure permet de naviguer ces jeux sans se perdre. Le secret réside dans le maintien de sa propre narration sans agressivité. L'indifférence active, celle qui écoute sans s'altérer, possède plus de puissance que toute justification. L'humour, désarmant par une comparaison inattendue, communique plus de valeur que la dispute des égaux. Réorienter la scène vers ce que l'on construit plutôt que vers ce qu'elle insinue, c'est affirmer sa présence. Car au final, ce n'est pas Sophie qui détruit l'autorité d'Antoine, mais Antoine qui l'abandonne en renonçant à son propre récit. Celui qui dicte la narration détient le pouvoir, même dans le silence. La paradoxe de la sollicitude excessiva. Il arrive un moment dans beaucoup de relations où Antoine est persuadé de tout faire correctement. Il se dévoue, prend soin, est toujours présent et offre de l'affection sans compter. Cependant, insidieusement, le désir s'étiole. La paradoxe est cruelle. Plus il témoigne d'une sollicitude prévisible, plus la tension érotique se dissout. Jusqu'à ce que l'amour, au lieu d'être une flamme qui danse au vent, devienne un réconfort paternel. Le cœur de Sophie peut ressentir de l'affection, mais son corps ne répond plus. Jean-Paul Sartre rappelait que l'autre est toujours le miroir de notre liberté. Lorsqu'Antoine livre sa vie entière au projet d'une autre personne, il n'aime pas, il s'annule. Le geste semble noble, mais il s'agit en substance d'un abandon de son propre être. Le résultat n'est pas la gratitude, mais un mépris silencieux. Ce qui devrait être une présence inspirante se transforme en une absence de soi. L'amour véritable exige deux sujets libres, non d'un sujet et un objet soumis. Sigmund Freud, par un autre chemin, a montré que le désir naît de l'inconscient et non de la rationalité prévisible. L'excès de sollicitude répétitive, offerte toujours de la même manière, tue la tension érotique, car elle se transforme en habitude. Au lieu d'être perçu comme un amant, Antoine en vient à occuper le rôle de figure protectrice, presque paternelle, et personne ne désire intimement celui qui assume la fonction de père au sein d'un lien amoureux. Nietzsche aurait vu dans cette dynamique une manifestation de ce qu'il nommait la morale d'esclave. L'homme qui se sacrifie constamment, qui renonce à ses propres désirs et projets pour complaire, n'agit pas par force, mais par faiblesse. Il opère sous la croyance que la souffrance et l'abnégation sont des vertus, alors qu'en réalité, ce sont les symptômes d'une volonté de puissance affaiblie. L'erreur consiste à croire que plus de soins engendre plus de désir. Ce que l'on oublie, c'est que le désir vit de l'oscillation entre proximité et distance, de l'alternance entre affection et autonomie. Quand Antoine préserve ses rituels, maintient ses projets personnels et offre des gestes d'affection entremêlés à son indépendance, la sollicitude n'étouffe pas, elle nourrit le mystère. C'est dans cette danse que le lien trouve son équilibre, un amour qui réconforte et un désir qui inquiète. L'amour sans attraction dégénère en amitié fonctionnelle. Le désir sans amour se transforme en usage vide. Le défi est de cultiver les deux sans en écraser aucun. L'homme qui comprend cet abîme ne cherche pas seulement à être aimé, mais il continue d'être désiré. Et c'est à ce point que la sollicitude cesse d'être une anesthésie et redevient un feu. La mort par prévisibilité. Le début d'une relation est souvent marqué par la surprise et la découverte. Chaque geste, chaque mot et chaque regard apportent une fraîcheur, comme si le monde était nouveau. Mais avec le temps, de nombreux hommes tombent dans le piège de confondre stabilité et répétition. Dans le but d'offrir de la sécurité, ils transforment le lien en routine mécanique.
et ce qui était auparavant vitalité devient anesthésie. La prévisibilité, lorsqu'elle n'est pas tempérée par le renouvellement, n'engendre pas la confiance mais l'ennui. Arthur Schopenhauer affirmait que l'habitude est l'anesthésie de la volonté. Ce qui se répète sans nouveauté perd sa capacité à émouvoir l'esprit. En amour, la même logique s'impose. Quand chaque message est envoyé toujours à la même heure, quand les invitations suivent toujours le même scénario, quand les mots d'affection sont des phrases mémorisées, ce qui devrait alimenter le désir finit par le vider. La volonté de puissance étouffée par l'habitude ne trouve plus de stimulation. Jung rappelait que l'archétype du héros se meut par des parcours. L'homme qui devient prisonnier du même scénario perd l'éclat symbolique de l'aventure. Il cesse d'être perçu comme une force en mouvement et passe pour une routine incarnée. Le désir féminin ne naît pas seulement de la sécurité, mais de la sensation qu'il existe quelque chose de vivant et de vibrant à ses côtés. Quand la répétition substitue la création, le héros se transforme en bureaucrate affectif. Nietzsche comprenait que la vie est essentiellement création, volonté de puissance qui s'exprime dans un dépassement et un renouvellement constant. L'homme qui stagne dans des routines, qui cesse de créer de nouvelles expériences et perspectives, trahit sa nature la plus profonde. « Il faut avoir du chaos en soi pour enfanter une étoile dansante », écrivait-il. La prévisibilité totale est la mort du chaos, créatif qui nourrit la passion. Il ne s'agit pas d'abandonner la discipline ou de vivre dans une instabilité constante, mais de comprendre que la prévisibilité doit être équilibrée par de petites ruptures. Modifier le schéma des invitations, échanger le dîner contre une promenade inattendue, laisser le silence remplacer la conversation automatique. Tout cela redonne de la fraîcheur à la relation. L'homme qui maintient des rituels de discipline personnelle, mais innove dans le domaine social et affectif, communique que son énergie demeure vivante. La prévisibilité, lorsqu'elle est aveugle, tue le désir parce qu'elle élimine le mystère. Mais la stabilité qui combine la cohérence de caractère avec la nouveauté dans les formes est capable de soutenir l'amour et l'attraction simultanément. Le désir ne survit pas dans les cages de la routine. Il ne respire que lorsqu'il trouve un espace pour danser entre la sécurité et la surprise. L'économie de la rareté. À travers toute l'histoire humaine, ce qui est rare a toujours été plus désiré que ce qui est en abondance. L'or ne séduit pas seulement par son éclat, mais parce qu'on ne le trouve pas à tous les coins de rue. Il en va de même dans le domaine des relations. Un homme dont l'attention est distribuée sans discernement perd de sa valeur, telle une monnaie d'un royaume déprécié que personne ne respecte. Le désir naît non de ce que l'on possède facilement, mais de ce qui résiste, de ce qui ne peut être acheté ni manipulé. Nietzsche affirmait que la valeur d'un homme se mesure à ce qu'il est capable de résister. L'homme qui se livre entièrement à chaque requête, qui abandonne ses projets à chaque caprice, qui troque son silence réfléchi contre des conversations anxieuses juste pour ne pas déplaire, n'offre aucune résistance. Et sans résistance, il n'y a pas de respect. L'absence de barrière n'est pas de l'amour, mais un signe de faiblesse. Ce qui est donné toujours et à tous cesse d'être perçu comme un cadeau et devient une obligation. Pour Nietzsche, la volonté de puissance n'est pas la domination sur autrui, mais l'autodiscipline, la capacité de dire non quand c'est nécessaire, de maintenir sa propre direction même sous pression. L'homme qui ne peut se refuser à lui-même ne peut s'affirmer véritablement face au monde. Machiavel, observant les dirigeants de son temps, notait que les ressources abondantes perdaient de leur prestige, tandis que celles contrôlées et offertes avec calcul préservaient l'autorité du prince. Dans le domaine relationnel, le même principe s'applique. L'attention, le temps et l'énergie d'un homme ne conservent leur valeur que lorsqu'ils ne sont pas disponibles sans mesure, mais lorsqu'ils sont protégés et offerts de manière délibérée. Ce qui est toujours offert perd de son éclat. Ce qui est protégé devient précieux. Il ne s'agit pas de feindre l'occupation ou de créer des absences artificielles, mais de vivre autour de projets qui ne peuvent réellement être négociés. L'homme qui protège ses heures d'entraînement, ses moments de lecture ou ses créations personnelles n'a pas besoin de simuler la rareté, car elle existe déjà dans sa réalité. C'est cette fidélité à soi-même qui éveille chez l'autre un respect silencieux et un désir inquiet. Le jeu de la rareté n'est pas de la manipulation, mais la conséquence naturelle d'une vie avec un but. Celui qui possède un monde intérieur n'a pas besoin de distribuer des miettes de validation pour se sentir vivant. Le simple fait de protéger votre temps fait que votre présence, lorsqu'elle est offerte, est perçue comme un privilège et non comme une routine. La bataille des perspectives. Dans toute relation, il y a toujours une dispute invisible de perspective. Jean-Paul Sartre rappelait que vivre avec l'autre, c'est toujours confronter des libertés. Lorsqu'un homme abandonne sa propre vision de la vie juste pour plaire, il cesse d'être sujet et devient l'objet du projet d'autrui.
Cette reddition n'est pas de l'amour, c'est de la soumission. L'absence de cadre, de cette structure interne qui donne une direction, le transforme en pièce manipulable dans le récit d'une autre personne. Carl Jung décrivait l'archétype du roi comme celui qui organise le chaos, non par le cri ou l'imposition, mais par la clarté silencieuse de sa présence. Le véritable leader n'a pas besoin d'expliquer chaque décision ni d'implorer une validation. Il maintient une cohérence de posture, même sous pression. Et c'est précisément cette sérénité qui inspire confiance. Le silence, lorsqu'il est chargé de conviction, communique plus que 1000 justifications hâtives. Le leadership qui naît de l'équilibre intérieur n'a pas besoin de s'imposer. Il est reconnu naturellement. Nietzsche aurait vu dans cette dynamique la différence entre le Herr, maître, et le Knecht, serviteur. Le maître n'a pas besoin de la validation du serviteur pour savoir qui il est. Sa valeur ne dépend pas de la reconnaissance externe. Il vit selon ses propres valeurs, créées de son intérieur, non adoptées de l'extérieur. Le noble n'a pas besoin d'être reconnu par les autres. Il se reconnaît lui-même. Pourrions-nous paraphraser sa pensée? L'erreur est de confondre leadership et autoritarisme. Beaucoup croient qu'être ferme est être dur, qu'avoir une structure interne est imposer des règles avec rigidité. Cependant, la vraie force ne se manifeste pas par un contrôle forcé, mais par une direction sereine. Un homme qui décide rapidement sur des choses simples, qui garde son calme face aux provocations, qui ne se perd pas en explications anxieuses, révèle un axe interne inébranlable. Cet axe, à lui seul, éveille le respect et attire la confiance. Le silence, dans ce contexte, est un outil de pouvoir. Face à des accusations injustes ou de petites épreuves émotionnelles, la réaction immédiate de se justifier ne fait que renforcer la position de faiblesse. Le silence qui observe, qui ne se précipite pas, qui ne répond qu'au moment nécessaire, communique de la fermeté. Il ne s'agit, non pas d'indifférence, mais d'une sérénité qui met de l'ordre dans le chaos environnant. C'est au sein de cet espace de quiétude que le cadre se déploie, non comme une contrainte, mais comme une certitude inébranlable. L'homme qui saisit cette dynamique n'éprouve nul besoin de se justifier. Il maintient simplement sa propre vision du monde, et l'univers autour de lui s'organise naturellement en résonance. Le silence de celui qui se connaît vaut 1000 arguments de celui qui quémande l'acceptation. La synthèse finale, la voix du souverain. Au fil de ce cheminement, une vérité essentielle s'est dévoilée à nous. L'attraction ne s'évanouit pas par manque de tendresse, mais à cause de la prévisibilité qui la dévalue en une monnaie sans valeur. La soumission, que beaucoup confondent à tort avec le respect, érode silencieusement l'admiration, et la routine dénuée de nouveautés étouffe le désir profond. L'affection qui ne repose que sur des attentions prévisibles dégénère en une amitié fonctionnelle, et le désir dépourvu de liberté se vide de sa substance pour n'être qu'un usage éphémère. La synthèse s'impose avec clarté. Seul celui qui préserve son axe intérieur parvient à maintenir vivant simultanément l'attachement et la flamme ardente. Machiavel, avant nous mettait en garde. Le prince désireux d'être aimé doit apprendre à gérer les apparences sans jamais dévoiler toutes ses cartes. Celui qui expose ses fragilités sans discernement perd le trône qu'il devrait tenir avec fermeté et maîtrise, vertu. Nietzsche, quant à lui, nous a enseigné que l'Übermensch n'est pas celui qui domine les autres, mais bien celui qui sait maîtriser lui-même. C'est celui qui a forgé ses propres valeurs, plutôt que d'adopter celles du troupeau émotionnel. Dans le contexte des relations, cela se traduit par l'homme qui ne recherche pas constamment l'approbation extérieure, mais qui vit selon ses propres principes et de là invite l'autre à partager son univers. « Deviens qui tu es », disait Nietzsche. Cette métamorphose n'est pas un processus d'addition, mais de soustraction radicale. Il s'agit de retirer les masques sociaux, les rôles réactifs, les besoins désespérés de miettes de validation, jusqu'à atteindre le noyau authentique de l'être. Ce n'est que de ce noyau profond que peut émerger une présence véritablement magnétique. Arthur Schopenhauer rappelait avec acuité que la souffrance naît de l'attachement aveugle. Lorsqu'un homme érige la validation féminine en son bien suprême, il se condamne inévitablement à la douleur. Seule la maîtrise de soi le libère de la servitude de la volonté, lui permettant d'aimer sans s'asservir, de désirer sans se perdre dans l'autre. L'invitation que ce discours vous adresse n'est pas de devenir froid ou distant, mais de saisir que la présence ne prend sa pleine valeur que lorsqu'elle émane d'un centre solide, inébranlable. Cultivez des blocs intouchables de votre propre vie. Préservez la vertu silencieuse de vos décisions. Apprenez à danser avec grâce entre la présence manifeste et l'absence choisie. Tout cela ne relève pas de la manipulation, mais éduque le désir, lui donne une direction plus profonde. L'homme qui apprend à équilibrer attention et souveraineté ne joue pas avec l'amour, il le consolide, le rend plus fort.
Nietzsche nous a laissé une maxime qui résume parfaitement cette philosophie existentielle. Ce qui ne me tue pas me rend plus fort. Appliqué aux relations interpersonnelles, nous pourrions affirmer « ce qui ne me plie pas me dignifie ». Chaque épreuve, chaque moment de tension, chaque opportunité de céder ou de rester ferme constitue une chance de renforcer le caractère. L'homme nietzschéen dans les relations n'est pas celui qui évite le conflit à tout prix, mais celui qui le traverse en maintenant son intégrité essentielle. Ce n'est pas celui qui recherche la facilité et le confort absolu, mais celui qui accepte la tension comme une composante naturelle de la danse entre deux volontés libres et distinctes. Que votre attention demeure toujours le trône de votre souveraineté intérieure, que la vérité continue d'être votre épée affûtée, et qu'en chaque choix, en chaque silence éloquent, en chaque geste posé, vous affirmiez non pas ce que le monde attend de vous, mais ce que vous avez en toute conscience décidé d'être. Dans le grand théâtre des relations humaines, ne soyez pas un acteur qui récite le script d'autrui. Soyez le dramaturge visionnaire de votre propre œuvre personnelle. Et de cette posture d'auteur, de cette souveraineté silencieuse et assumée, invitez le monde entier à participer à votre création unique. Le chemin du souverain n'est certes pas le plus aisé, mais il est l'unique voie qui mène à des relations authentiques et profondes, où l'amour et le respect mutuel, l'attention délicate et l'admiration sincère peuvent coexister en parfaite harmonie sans jamais se détruire l'un l'autre. C'est le parcours de celui qui a enfin compris que la véritable force ne réside pas dans la domination de l'autre, mais dans la capacité à ne pas être dominé par le besoin désespéré de son approbation à tout prix. Tel est le message final et essentiel. Devenez le type d'homme qui n'a pas besoin de supplier pour l'amour, car sa seule et unique présence est déjà une invitation irrésistible à cette danse éternelle entre deux libertés qui se reconnaissent et se respectent pleinement.